Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 janvier et bienvenue dans l'émission de radio de Saint-François Notre-Dame, d'Anou l'Actu, l'émission qui décrypte l'actualité avec Maryse qui interviendra en deuxième partie d'émission et nos chroniqueurs du jour, Léonard, Loïc, Gurvan, Dorian, qui seront avec moi pour ce premier débat et notre invité exceptionnel en la personne de Jean-Hervé Cardinal, professeur d'histoire-géographie au lycée et responsable des élèves de terminale. Alors notre premier sujet, faut-il exploiter les nouvelles routes du pétrole en Arctique ? Alors mes chers amis, c'est à se demander si le réchauffement climatique ne crée pas plus d'opportunités que d'inquiétudes. Il faut savoir que l'Arctique est une région qui se réchauffe 2 fois plus que le reste de la planète, mais en même temps qui assure un quart des ressources d'hydrocarbures consommées dans l'Union européenne. Le réchauffement de l'Arctique va notamment réduire le temps de trajet maritime entre l'Europe et l'Asie et va donner aussi des possibilités aux militaires d'emprunter ces nouvelles routes, ce qui risque de générer des tensions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, il faut y aller ? Est-ce qu'il faut exploiter ces nouvelles routes du pétrole en Arctique ? Léonard, oui ? Je pense que oui. C'est pas un oui catégorique, mais il faut prendre ça en compte. Que même si c'est vrai que le réchauffement climatique est un phénomène dramatique, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les pays industrialisés notamment, comme la Chine qui investit massivement dans le Grand Nord. Et je pense que l'intérêt qu'on aurait à aller dans le Grand Nord, en Arctique, c'est de ne pas se faire, entre guillemets, manger par ces grandes puissances qui commencent à investir là-bas. On a des acteurs majeurs, et notamment asiatiques, qui investissent en masse dans le Grand Nord. Par exemple, la Chine, qui a investi 43 milliards de dollars en Alaska, un contrat massif avec les États-Unis, qui a construit son premier brise-glace, qui se nomme le Shuelong 2, ce qui veut dire le dragon des glaces. Et je pense qu'on est dans l'obligation de prendre en compte cette arrivée des Chinois sur le marché, entre guillemets, polaire, parce que on ne pourrait pas rivaliser s'ils arrivaient à mettre la main sur ces sources de pétrole et d'hydrocarbures en général. D'accord, donc pour toi, il faut y aller par rapport à un contexte globalisé de concurrence entre les puissances. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres intervenants ? Jean-Hervé, Cardinal ? Alors moi j'avais envie de dire, est-ce que, on va répondre à une question, peut-être par une question, c'est un peu embêtant, mais Ah non, on peut. Est-ce qu'on peut empêcher une compagnie maritime, par exemple, d'avoir envie de gagner 30% de distance quand un navire a envie d'aller de Shanghai à Rotterdam, en passant par la route du Nord, ça lui fait économiser 30% de distance, ça lui fait économiser 40% de temps de navigation, ça lui évite de passer par le canal de Suez et d'avoir 200 à 300 000 euros de taxes, de péage à payer, ça lui évite de fréquenter les pirates de l'océan Indien. Là, donc avec tous ces arguments-là, est-ce qu'on peut empêcher une compagnie de passer par le Nord ? Je me pose la question. Après, il y a des réserves naturelles qui existent, par exemple, dans le sens où il y a peut-être des lieux qu'il faudrait sanctuariser pour éviter que l'empreinte humaine ne se fasse trop sentir. Qu'est-ce que vous pensez, les autres personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'intervenir sur ce sujet, Gurvan ? Personnellement, je pense que la route de l'Arctique coûte cher et que ce serait seulement les pays développés qui pourraient avoir la possibilité de l'utiliser. Et en fait, ça ferait que agrandir les inégalités entre le tiers-monde et les pays développés. Et il faut savoir aussi que la route de l'Arctique, c'est pas qu'une simple route sans embûches. Il y a aussi des icebergs, des glaces dérivantes et des bancs de brouillard, par exemple. Et ça rend très compliqué la navigation, c'est très risqué. Et les navires ne sont pas sûrs d'arriver à bon port. D'accord, donc pour toi, il faut quand même y aller ou pas ? En résumé. Non, plutôt non. Toi, tu serais plutôt non, quoi, par rapport à l'accroissement des inégalités qui pourraient se faire. Et aussi par rapport à des raisons environnementales. D'accord. Ah bah oui, puisque ça, effectivement, faudra qu'on en parle de ces raisons environnementales, puisque c'est un peu curieux. Certains d'entre vous ont l'air presque pour, alors qu'on entend quand même très souvent parler de ces problèmes de réchauffement climatique. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ? Est-ce qu'on peut d'un côté continuer à exploiter cette ressource fossile qu'est le pétrole
Et de l'autre côté, essayer, nous les pays occidentaux, de faire des efforts dans d'autres domaines pour réussir à endiguer ce problème du réchauffement climatique. Oui, Loïc ? Moi, très clairement, je suis contre de forer en fait en route de l'Arctique. Après, qu'un navire d'une compagnie maritime décide d'emprunter cette route de telle sorte à gagner du temps, j'ai envie de dire à ses risques et périls. Si le navire coule, il coule, c'est son problème. Mais très clairement pour le forage, non, faut arrêter de vouloir aller forer un peu partout, parce que déjà que le réchauffement climatique donc, est très clairement en train de causer des conséquences dramatiques sur toute la surface du globe. Alors si en plus on se met à aller forer les zones qui sont encore à peu près protégées, je mets des guillemets à protéger, parce que l'Antarctique ça va se protéger, l'Arctique pas vraiment. Et je dis non, mais il faudrait à mon avis expliquer pourquoi le non. Donc le pourquoi, c'est simple, c'est qu'actuellement le courant marin, le Gulf Stream, qui nous apporte notre climat tempéré en Europe, suite à la déviation dans l'océan Atlantique, son moteur, en fait, il est situé dans l'Atlantique Nord, au niveau de l'Arctique. Donc, si les glaces continuent de fondre, le moteur va s'arrêter, et l'Arctique, le Gulf Stream, lui, va très clairement plus nous envoyer ce climat tempéré qui donc arrive chez nous. Et si on prend la latitude donc, de Montréal par rapport à Bordeaux, ils sont sur la même latitude. Pourtant, il y a une température de différence qui est relativement importante. Et cette température s'explique que sur les côtes canadiennes, il y a le courant du Labrador qui lui apporte une météo plus froide. Et si le Gulf Stream venait à s'arrêter, ce courant du Labrador irait s'étendre. Et donc, à Bordeaux, on aurait les mêmes températures qu'à Montréal. Donc là, je ne vais pas dire qu'on parle de réchauffement climatique, mais plutôt de refroidissement climatique, mais lié de par ce fait à ce réchauffement climatique. Et là, on commencerait à se dire, il y a peut-être un problème. Oui, il y a un problème, mais pour ça, il faut arrêter maintenant. Ah, mais alors vous êtes effectivement là opposé sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a une question aussi de notre mode de consommation peut-être, une question que je reposerai après. J'ai vu que Jean-Hervé Cardinal souhaitait intervenir. Je voulais encore poser la question de savoir qui peut se permettre d'interdire à un pays de forer, par exemple, sa zone économique exclusive. Qui peut se permettre d'interdire à un pays d'exploiter les ressources en poissons qu'il peut avoir à proximité de ses côtes, à part des organisations internationales qui se mettraient d'accord, mais encore faut-il qu'il y ait consensus, sur l'exploitation par exemple du poisson. Il y a, je crois que c'est en 2018, un moratoire qui a été signé par les pays de l'Union européenne et puis les grandes puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis, mais sans accord de ces pays-là, interdire, moi personnellement, je ne vois pas comment on peut faire. Pourtant, il y a quand même des rassemblements de grands représentants internationaux. On a parlé de la COP21 qui a été un semi-échec, dira-t-on, voire un échec total selon certains. Ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités pour que certains pays ensemble se mettent d'accord pour prendre des décisions fortes. Parce que vous voyez, il y a quand même un paradoxe, je pense que vous le sentez comme moi, parce que derrière cette question du pétrole en Arctique, il y a quand même la question de notre mode de consommation, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, quand est-ce qu'on va s'arrêter ? S'il y a de nouvelles ressources de pétrole qui sont trouvées et si on continue à les exploiter, pas de souci, on reste dans notre modèle. Est-ce que la solution, vous ne pensez pas que ça serait peut-être de dire stop, il faut qu'on arrête totalement d'essayer d'entrevoir ces forages, pour reprendre l'idée de Loïc, on arrête et tout le monde doit se tourner vers des énergies vertes. Est-ce que vous pensez que ça c'est de l'ordre du faisable ? Ou pour vous c'est un pur fantasme ? Oui, Léonard ? Il me semble que c'est faisable, mais sur le très long terme. Alors si l'on veut que ça arrive, on doit mettre des politiques en place afin d'assurer cette transition. Sauf que je pense que cette initiative qui est louable, elle est pratiquement infaisable quand on voit qu'il y a des puissances encore comme la Chine qui investissent sur le long terme, mais dans un autre sens, sur les hydrocarbures et qui font un grand pari sur cette ressource. Et je pense également que notre mode de consommation, notamment occidental, il dépend de ces hydrocarbures pour l'instant beaucoup trop.
il dépend beaucoup trop des hydrocarbures pour l'instant. On estime que d'ici 2040, l'industrie pétrolière, elle absorbera 2 Irans. L'Iran qui est le 5e producteur mondial selon la société britannique BP. Donc c'est qu'on a quand même une demande qui augmente au fur et à mesure. Et je me dis par exemple, je prends un exemple de l'industrie automobile allemande par exemple, qui représente un secteur immense là-bas. Et si on dit du jour au lendemain on arrête les hydrocarbures, ça va être des millions d'emplois et des millions d'euros de perdus pour certains pays. Donc je pense que c'est pas aussi simple que ça de dire on arrête tout. C'est pas possible. Oui, Loïc. Moi, j'ai presque envie de dire que pour ces millions d'emplois, s'ils s'arrêtent parce qu'on dit stop aux hydrocarbures, ils trouveront autre chose. Non, mais c'est trop simple de dire ça. Tu Ah, as des gens qui, du jour au lendemain, tu leur mets un veto sur il y a un veto sur la consommation d'hydrocarbures qui est voté. Ça veut dire que tu fermes des usines, tu fermes des points de vente automobiles, par exemple, si je reste dans cet exemple-là. Et du jour au lendemain, ces gens vont pas se dire ah, c'est génial, l'écologie c'est super, je vais aller à fond dans un autre truc qui me correspond pas du tout. C'est pas. Imagine de ton côté si tu te faisais virer par exemple de ton entreprise, si tu étais, je sais pas, ouvrier dans une usine automobile et qu'on imposait des restrictions pour cause écologique. Est-ce que toi, du jour au lendemain, tu te dirais je vais faire autre chose, c'est pas grave? disons que je comprendrais que ces gens râlent, jusque-là on est d'accord, mais au bout d'un moment, on n'aura pas le choix, il faudra bien le faire. Parce que sinon, c'est la planète qui va arrêter de travailler, j'ai envie de dire. Donc pour toi, on est dans une situation d'urgence. Excusez-moi, je vous donnerai la parole bien sûr, mais je crois que Jean-Rémy Cardinal souhaitait intervenir. Alors, par rapport à ce que vous disiez, là justement, j'avais envie de dire que j'étais plus dans la sensibilisation ou dans l'idée que les organisations non gouvernementales, par exemple, ont ce rôle-là et ce devoir de sensibiliser l'opinion publique, plutôt que d'interdire, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire prendre conscience que les hydrocarbures, c'est peut-être plus la solution de demain, en tout cas qu'il faudrait réduire notre consommation. Je voyais aussi que Greenpeace, j'en parlais, avait pour mission d'essayer de sensibiliser au fait que sans interdire l'exploitation des hydrocarbures, interdire le passage des pétroliers par la route de l'Arctique, c'est-à-dire les porte-containers, pourquoi pas, mais les pétroliers à cause des risques de marée noire. Alors après, est-ce que ça peut aller jusqu'à empêcher ou interdire ou faire en sorte que les États limitent l'exploitation de leur sous-sol? Quand tu disais, David, que il y a la COP21, oui, mais on a vu comment on peut signer un document et comment, quelques mois ou quelques années plus tard, on peut se retirer de ce que l'on a signé. Les États-Unis, c'est le meilleur exemple sans doute qu'on peut montrer. Oui, parce que ce sont aussi certainement des choix politiques, et finalement on parle beaucoup de politique là, parce que toi tu parlais par exemple de Greenpeace, mais moi ma question c'est mais que vaut Greenpeace face à Total, face à Texaco, face à ces multinationales qui brassent des milliards et qui ont surtout des sphères d'influence considérables auprès des politiques. Est-ce que vous ne pensez pas justement que là on est aussi à l'aube d'élections municipales qui vont petit à petit bientôt arriver en France? Est-ce que vous pensez que la décision peut venir du politique ou est-ce qu'elle doit venir du citoyen? Vous voyez la nuance, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, Dorian? Alors, la différence entre Greenpeace et les entreprises comme Total, c'est que Greenpeace mobilise l'opinion publique, Oui. qu'il y a énormément de gens derrière eux qui les soutiennent tant financièrement que moralement, et ça peut amener à un potentiel boycott qui serait intéressant et qui pourrait peut-être faire évoluer les choses. Oui, qui pourrait faire bouger les lignes et avec peut-être quelques conséquences. Oui, c'est possible. Loïc, tu souhaitais intervenir, il me semble. Oui. Oui, parce que en effet, les politiques, ils sont un peu élus par les citoyens. Donc si on sensibilise tous les citoyens et qu'ils se disent tous d'un coup, d'un éclair de génie, oui, l'espoir fait vivre, que peut-être faudrait arrêter, ils vont peut-être élire les bonnes personnes. Je cite pas de nom de personnes qui sont pas à leur place, mais voilà.
Oui, Jean-Hervé Carniel. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité pour des chaînes de télévision. Si, on peut. Ah bah Je si, a crois que- priori on je peut. crois que c'était hier que France 2 diffusait un reportage montrant que pour les prochaines municipales en France, les listes, on va dire, vertes ou écologistes avaient le vent en poupe, et que dans plusieurs grandes villes, elles pouvaient espérer conquérir certaines mairies. Ça veut quand même dire que l'opinion publique aujourd'hui est sans doute plus sensibilisée, plus ouverte à tout ce qui est question verte. Donc moi je pense que par rapport à une firme transnationale dont on parlait tout à l'heure, la type Total ou autre, oui, l'opinion publique a un rôle important à jouer, et qu'on peut sans doute faire pression sur ces entreprises là pour moduler un petit peu leur voracité vis-à-vis des énergies fossiles notamment. Oui, mais vous comprenez ma question, qui peut paraître un tant soit peu peut-être dur, vis-à-vis aussi des politiques, et même aussi de nous et de nos propres contradictions, parce que effectivement, ça semble être la question du développement durable semble être très importante dans la tête de beaucoup de gens, et pourtant, quand on parle de l'élection reine en France, qui est l'élection présidentielle, bah voilà, on a des listes d'Europe Écologie Les Verts qui font 2%. Vous voyez, c'est là où moi j'interroge notre mode de vie, c'est-à-dire que je me dis aussi que certainement on est peut-être capable de changer quelques petites choses, mais quand on nous demande de tout changer, on ne veut pas. D'où la question du pétrole aussi, Léonard. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que on ferme les yeux sur l'écologie, parce que par exemple, si on prend un niveau plus large, aux élections européennes, les partis écologistes ont fait de très bons scores, et je pense qu'il y a une réelle prise de conscience sur l'écologie. Et s'il y a eu une participation record par rapport aux dernières années aux élections européennes, et si les partis écologistes ont fait un score aussi bon, je pense qu'il y a un lien de causalité et une réelle prise de conscience par rapport au réchauffement climatique. Alors je dirais pas qu'on ferme les yeux, mais qu'on avance quand même sur une transition donc qui pourra sur le long terme être positive. Et ben c'est justement sur cette note positive que nous allons terminer ce premier débat. Je vous remercie à tous pour vos interventions et je vous dis à une prochaine fois. Et évidemment, je passe le relais à Maryse pour la suite de l'émission. Bonjour à tous, nous sommes déjà le 21 janvier et merci d'ouvrir bien grand votre antenne à notre émission À nous l'actu. Merci David pour ce premier sujet et tout de suite la deuxième partie de notre émission avec un sujet qui risque peut-être de faire réagir. Les jeux vidéo, une drogue comme les autres. Et pour en débattre, Dorian, Maxence et Emma m'ont rejoint autour de la table. Nous sommes aussi contents d'accueillir Monsieur Cardinal, donc enseignant qui a participé au premier débat et qui va nous accompagner pour cette deuxième partie d'émission. Dans un article publié en février 2018, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Appuyée par une info de janvier 2020 concernant une campagne de prévention auprès des adolescents où l'on présente le jeu vidéo comme une dangereuse addiction au même titre que l'alcool ou le tabac, ce qui entraîne la colère de joueurs, des habitués comme des occasionnels. Alors d'après vous, l'abus du jeu vidéo peut-il poser problème ? Dépendance, addiction ou bien pratique excessive du jeu vidéo, qu'en pensez-vous ? Maxence ? Tout d'abord, j'aimerais plutôt commencer par la définition de drogue, ça peut être intéressant. Donc une drogue, c'est une substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, même de penser, de se comporter. Donc je ne pense pas qu'on puisse définir les jeux vidéo comme une drogue, mais plutôt comme une addiction qui peut varier selon donc les personnes. Donc une addiction serait plutôt une pathologie cérébrale définie par une dépendance, donc ici les jeux vidéo, à une substance ou une activité. Alors, c'est vrai que quelquefois, comme tu dis, on mélange drogue, dépendance, addiction. C'est vrai que l'addiction peut être aussi le support de troubles et avec des conséquences un peu sur des activités personnelles, familiales, sociales. Monsieur Cardinal. Alors moi, j'avais envie de réagir un peu sur ce que disait Maxence, parce que quand il donnait sa définition de ce qu'est une drogue, il parlait de modification de comportement. Et moi, je trouve que l'addiction ou les jeux vidéo peuvent conduire
à des modifications de comportement. Parce que quand on écoute ou quand on discute avec des parents, par exemple, ils constatent que leur enfant, parfois, s'isole de la famille ou bien même de ses amis, qu'il y a un changement aussi dans les résultats scolaires. Donc, moi, je suis plutôt pour dire que il s'agit, et j'ai envie de faire confiance, comme disait Maryse tout à l'heure, j'ai envie de faire confiance à la définition de l'OMS, et depuis 2018, tu le disais, c'est assimilé à une maladie, à une drogue, un peu comme les jeux d'argent, où il faisait même la comparaison avec la cocaïne. Alors je trouvais peut-être un peu fort, mais pour l'instant, je suis plus sur cette idée-là. Oui. C'est vrai que par rapport aux résultats scolaires, un des premiers signes quand même révélateurs, c'est bien une baisse des résultats scolaires qui alerte aussi certains parents. Donc à mon sens, est-ce qu'il faut limiter dans le temps et puis par jour, dans la journée, l'accès aux jeux vidéo? Est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu de ce que vous pouvez connaître par rapport à tout ça, Dorian? Alors, il me semble que l'OMS avait plutôt assimilé les jeux vidéo à un trouble et pas une drogue. Et en mon sens, c'est en premier temps un passe-temps et qui peut devenir une passion, un hobby. Mais après, il y a forcément des cas extrêmes et j'ai envie de dire qu'il y en a partout, pas que dans les jeux vidéo. Et donc pour moi, ce n'est pas vraiment une drogue, mais une passion qui peut, selon les personnes, devenir très extrême. Alors j'ai pu, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, Dorian, j'ai pu lire dans différents articles que le jeu de vidéo permet aussi, à force d'en faire et donc du coup de toucher plus à une addiction, de s'enfermer et de cacher un mal-être aussi. Ça peut engendrer une souffrance. Donc ça veut dire que pour éviter de tomber dans cette dépendance ou cette addiction, il faut aussi anticiper et essayer d'ouvrir peut-être un dialogue avec le jeune ou les jeunes concernés, avec les parents. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Dorian? Effectivement, il y a des adolescents qui peuvent se sentir mal dans leur peau et donc ils vont s'isoler dans les jeux vidéo parce qu'ils vont peut-être assimiler ça à une deuxième vie, à une deuxième identité. Et oui, je suis d'accord avec toi, il faudrait plutôt agir avant avec des signes... je ne sais pas comment expliquer, avant que la personne s'isole à fond dans le jeu vidéo. Mais je pense que là, pour vous, les jeux vidéo, c'est quelle tranche d'âge? On n'a pas parlé d'âge pour le moment. Maxence? Je pense que la tranche d'âge, elle peut être très variée. Ça peut commencer donc chez certaines familles, on peut dire peut-être 5 ans, quand les enfants vont commencer à jouer sur une tablette, par exemple, ou le smartphone de leurs parents. Et après, ça peut aller même jusqu'à 40, 50 ans, ou peut-être même après, je ne sais pas trop. Peut-être que nous, en vieillissant, on va continuer à jouer aux jeux vidéo de temps en temps jusqu'à 60 ans, 65 ans. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas? Emma, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, je voulais dire la même chose, mais j'ai aussi lu que les personnes qui étaient les plus addictes donc, aux jeux vidéo, c'était généralement des hommes entre 15 et 35 ans. Donc la tranche d'âge, elle est quand même assez grande. Et voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même avoir un travail de sensibilisation auprès des parents pour leur faire comprendre, de limiter l'accès aux jeux vidéo? Pour les plus jeunes, limiter aussi l'accès à la tablette. Est-ce qu'il ne faut pas poser des limites? Jean-Hervé? Oui, alors moi je pense que ce sont les premiers concernés, parce que ce sont les premiers qui vont observer à la maison leurs jeunes, et alors sans poser pour autant d'interdits ou de limites trop importantes, mais avoir un regard bienveillant, faire en sorte que ce ne soit pas justement de l'isolement, parce que les jeux vidéo, ça peut aussi être un moyen de se rapprocher des autres. On peut jouer à plusieurs, avec des amis ou même avec quelqu'un de la famille. On peut apprendre plein de choses avec des jeux vidéo, donc il ne faut pas non plus être uniquement sur le côté répressif ou le côté négatif, mais de la surveillance, ouais, je pense. C'est vrai que ça peut être aussi un moment de partage avec ses copains, avec des membres de sa famille, mais il faut, à mon sens, alors après ça n'engage que moi, être relativement vigilant
pour les suites, voilà, pour pas que les jeunes non plus s'enferment. Il y a autre chose à faire en dehors des jeux vidéo. Je constate quand même qu'autour de la table, vous êtes des élèves de terminale et vous êtes quand même un peu addict à vos téléphones. Donc, à travers vos téléphones, il y a aussi des jeux. Il n'y a pas que des messages ou aller sur les réseaux. Jean-Hervé, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Comme ils sont en terminale, il y a d'excellents jeux vidéo pour réviser les programmes et préparer le bac. En histoire, il y a des jeux vidéo pour faire de la géostratégie et tout. Enfin, voilà, on peut y voir le côté ludique et puis en même temps... s'épanouir en faisant de l'histoire. Voilà. Maxence, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Ça, ouais. Non, je pensais surtout que c'est vrai que tu as raison, les téléphones, nous, actuellement, on en est addict, c'est vrai. Le matin, quand on se réveille, souvent, on va prendre notre téléphone, on va regarder l'heure qu'il est, on va se connecter, quand on va prendre notre petit déjeuner, par exemple, ou même quand on va prendre notre car pour venir à l'animation, on va mettre nos écouteurs. Donc c'est vrai que c'est difficile de s'en passer actuellement pour nous. Mais voilà, c'est bien que tu puisses faire ce constat-là. C'est vrai que pour donner un peu le mot de la fin, il faut que ça reste un moment de loisir et de partage. Maintenant, il faut quand même être vigilant. Autour de vous, soyez aussi vigilants par rapport à vos copains et copines. Et puis, il faut savoir aussi un peu se déconnecter de son téléphone. Voilà ce que je souhaite en tous les cas vous dire aujourd'hui. Merci à tous en tous les cas pour ce sujet on peut aussi déborder, parce qu'on peut en parler de différentes façons, mais là on coupe l'émission. Voilà, merci à tous. Merci à vous pour l'invitation. Merci.